mon postdoc, donc j'ai passé 10 mois donc, au MIT, donc au Massachusetts, aux États-Unis, et notamment donc c'était dans le département mécanique, d'ingénierie mécanique, et au département d'hydrodynamique de la fondation Sea Grant. En fait, à la fin de ma thèse, donc commencé avec Airbus, puis après dans un projet qui a pris de l'ampleur avec un projet européen, j'ai eu l'occasion en fait, d'aller faire un stage chez un des partenaires de ce projet. Et l'idée là-bas, c'était après avoir travaillé sur des ailes d'avion dans l'air, donc d'aller voir ce qui se passait dans l'eau, sur des feuilles ou des profils hydrodynamiques du coup, si on vient y mettre des actionneurs pour les faire vibrer ou pour les faire se déformer, et voir l'effet de ces déformations sur l'écoulement et les tourbillons qui environnent. C'est là-bas, notamment, c'était des travaux pendant l'été 2018, où on a développé donc, un bassin de carène intelligent. Et donc on a fait un article, je suis co-auteur d'un article qui a été publié dans la revue Science Robotics. Travailler avec un doctorant qui en fait, lui travaille sur ce qui se passe quand un cylindre vibre dans l'eau. Donc typiquement c'est appliqué à tout ce qui va, un câble qui est dans l'eau, quand il y a de l'eau qui s'écoule dessus, il va se mettre à vibrer. Et lui il étudiait les vibrations de ces choses-là. Le problème, c'est que c'est très compliqué parce qu'on peut se demander mais qu'est-ce qui influe sur les vibrations? La taille du câble, sa longueur, la vitesse de l'eau, est-ce qu'il vibre dans un sens, s'il vibre dans l'autre sens, un peu, beaucoup, le mélange de plusieurs vibrations en même temps. Ça arrive, on est tellement compliqué qu'on arrive à un problème qu'on rencontre aussi dans d'autres domaines, ce qu'on appelle c'est la malédiction de la dimension. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses possibles à faire qu'on n'arrive plus, c'est plus possible de savoir, de faire tout ce de regarder, on va dire, les effets de tout ce qui se passe. Et donc pour aller là-dessus, on peut se dire, bah ouais, mais je n'ai pas le temps de faire moi-même 1 million d'expériences, de traîner 1 million de fois dans l'eau, dans un bassin de carène, parce que ça va me prendre trop de temps, c'est pas possible. Donc on s'est dit, ok, on fait un robot qui va faire les expériences à notre place. Oui, mais un robot, certes, il va plus vite que moi, il peut être plus précis, c'est répétable, mais le robot, il va toujours avoir, s'il veut faire 1 million d'expériences, il va lui falloir des dizaines ou des centaines d'années, donc c'est pas possible non plus. Donc du coup, on a couplé ce robot qui fait des expériences avec de l'intelligence artificielle, ce qui fait qu'en fait, le robot va regarder les expériences qu'il vient de faire, apprendre pour déterminer quelle est la meilleure expérience à faire pour répondre à la question du chercheur. Donc l'idée, c'est qu'on a en fait une interaction entre les moyens expérimentaux qui ont été robotisés, l'intelligence artificielle qui permet de faire les expériences qu'il faut, et le chercheur qui, lui, définit quel est le but de l'expérience. Donc il faut, on ne parle pas au robot, mais il faut décrire quel est le but de l'expérience, et ensuite c'est le robot avec son intelligence artificielle qui vont faire les expériences et s'arrêteront quand le but aura été atteint. Un exemple, c'est par exemple si je veux vibrer dans une direction, quand est-ce que je vais avoir l'effort qui va changer de signe, par exemple. Eh ben, le robot va s'arrêter quand il sait qu'il a fait la cartographie de toutes les vibrations possibles. Il va s'arrêter quand il a déterminé qu'il a fait suffisamment d'expérience pour être précis dans tous les points qu'on lui demanderait. En fait, la publication, elle commence, il est 3 h du matin, il fait nuit noire dans les locaux du MIT, et on entend un bruit qui se répète sans arrêt. C'est le bassin de carène intelligent qui fait ses expériences. Cette publication, elle se veut vraiment comme décrire un concept qui peut être applicable à d'autres domaines scientifiques. Le fait d'avoir un robot avec de l'intelligence artificielle, ça ne marche pas que quand il s'agit de faire de l'hydrodynamique. Ça peut être appliqué à d'autres cas. On a même des exemples où c'est par exemple synthétiser des nouvelles molécules en biologie. Il y a des choses qui peuvent être faites comme ça, par exemple. Il y a un concept qui permet de changer les choses, d'aller vers l'automatisation des expériences pour permettre aux chercheurs de s'abstraire un peu de la complexité de la mise en œuvre expérimentale. Donc c'est ça qu'on raconte. Donc on décrit un peu comment ça marche, évidemment, on écrit un peu, il y a les équations, il y a quels sont les différents systèmes qu'il y a besoin de mettre en œuvre, parce qu'il y a un peu d'informatique et de programmation pour que ça fonctionne. Et la deuxième partie de l'article, c'est, en fait, on l'a exploité, cet élément-là. Donc là, pour
rendre à César ce qui est à César, c'est plutôt, on va dire, mon collègue doctorant, bien spécialiste de l'hydrodynamique, qui a bien travaillé sur cette partie-là, où finalement il a montré qu'en 2 semaines, il était capable d'avoir les résultats qui demandaient plusieurs années d'expérience avant. Donc on va beaucoup plus vite. Et il s'est dit, ok, maintenant qu'est-ce qui se passe si au lieu de faire tourner 2 semaines le bassin, je le fais tourner 2 mois? Et là, il a découvert des choses qui n'avaient pas pu être faites avant parce que c'était trop compliqué. Il y avait besoin de trop d'expérience, de faire changer trop de paramètres pour réussir à expliquer de nouvelles choses. Donc, du coup, on montre qu'il y a vraiment des possibilités, par ce concept, d'accélérer en fait les découvertes scientifiques dans des domaines complexes comme tout ce qui est mécanique des fluides.